je vais repasser le micro à madame à qui j'ai coupé la chic tout à l'heure pour que vous reposez la question, et d'abord à Frédéric et à autres, c'est... Bon, bah, du coup, je repose ma question. Suite à ce que vous avez mis en place par rapport aux pathologies, est-ce que maintenant vous mettiez en place directement des dispositifs au nouveau personnel arrivant ou au personnel en place qui n'ont pas de pathologie? Oui, je l'ai abordé tout à l'heure quand j'ai parlé de l'exosquelette des membres supérieurs. En fait, pour pouvoir avancer sur la prévention primaire, il a fallu commencer par la prévention tertiaire et secondaire, parce que ça a été les outils argumentaires pour obtenir des financements. Pour que je puisse équiper en prévention primaire les agents, 8 agents, c'est du matériel qui coûte très cher, hein. C'est 6 500 €, formation comprise. Donc j'ai réussi à avoir un fonds interministériel qui a financé cette mise en place, l'introduction en prévention primaire. Maintenant, là, pour la suite, on a réussi à reconventionner avec le FIP. Alors pour les gens qui connaissent pas, le FIP, c'est le Fonds d'insertion des personnes handicapées de la fonction publique, qui donne un énorme financement. Et je vais prendre une partie de ce financement pour aller vers la prévention primaire, cette fois-ci pour le rachis. Mais je passe toujours par l'étape prévention secondaire. J'ai l'impression que c'est le chemin, pour l'instant, pour moi, qui est obligatoire. Et pour dire une chose, pour moi, les exosquelettes, c'est pas des EPI. Parce qu'il y aura un effet pervers avec les EPI. Par exemple, pour les chaussures de sécurité, c'est obligatoire. Si vous portez pas vos chaussures de sécurité, il faut un certificat médical, etc. Si vous transformez l'exosquelette en EPI, on va avoir des problèmes. Parce qu'on va l'imposer à des gens qui n'en veulent pas ou qui ne voudront pas adhérer. Il faut plutôt aller vers les gens qui sont prêts, les gens qui sont... Il faut les cibler. Bien sûr, ça se fait avec les hiérarchiques. Il faut que ça soit un travail collectif et qu'il y ait une dynamique collective autour de l'agent qui l'accepte. Valoriser ce choix, valoriser l'usage. Mais en EPI, c'est un peu casse-gueule. À mon avis, hein, c'est mon avis. Je sais pas quel est l'avis de l'ergonome. De votre côté, Coraline, et juste pour répondre, ce qui me frappe dans ce que je dis, c'est deux choses. C'est que d'une part, d'un certain côté, on a la conjugaison de l'argument recherche et pédagogie pour bien identifier sur les métiers ce que sont les besoins via la prévention secondaire et tertiaire, et puis j'allais dire trivialement pour la prise de décision par les décideurs qui nous gouvernent, c'est que c'est une aide au financement à passer de ce côté-là. Donc effectivement une aide au principe de réalité. De votre côté, Coraline, merci madame de la question. Donc effectivement, aujourd'hui, non, c'est pas le cas chez nous. On a encore des cas d'intégration auprès des personnes pathologiques. Par contre, j'ai donc là, suite à l'étude, on espère que l'étude soit positive pour effectivement financer et proposer sur le poste, les 2 postes de mise sous papier où c'est très difficile. Donc là, on rentre dans la prévention primaire, mais après, ce sera pareil. Ce sera dédié une ressource dans l'équipe qui permettra d'accompagner chaque nouvel intérimaire à l'utilisation de ces exosquelettes. Donc libre après à l'opérateur de prendre ou pas prendre, hein, donc forcément on pourra ne pas y arriver. Et sinon non, j'ai quelques dispositifs qui me reviennent pour lesquels j'intègre un petit peu, mais sur du pathologique aujourd'hui. En gros, vous, Coraline, vous avez, je dirais, d'un certain côté, commencé par l'utilisation en prévention primaire. Donc, vous avez eu à vous le coltiner, si je peux me permettre, toute la pédagogie, à la fois du terrain et vis-à-vis aussi encore une fois, de la hiérarchie décisionnaire. Comment ça s'est passé, et sans révéler de secret d'État, qui vous a appuyé? Parce que souvent, quand on est sur le terrain comme ça, on est un peu tout seul. Et donc, comment vous aviez votre collègue, mais comment ça mise à part, elle mise à part, comment vous avez pu diffuser le besoin et finalement la décision? J'ai eu un très bon chef directeur industriel qui m'a suivi en fait dans ces innovations-là et qui m'a permis de débloquer en fin d'année, quand il reste un petit peu d'argent, il pense à moi. Donc du coup, j'ai pu faire financer quelques exosquelettes comme ça grâce à lui. Et du coup, ce qui m'a permis d'avoir quelques dispositifs en interne pour pouvoir continuer mon développement et puis montrer surtout les résultats aujourd'hui qu'on obtient depuis 2020 qu'on a démarré. Encore une fois, un appui d'une personne décisionnaire qui a cru dans le système et qui
finalement avait un peu de noisettes sous le tapis, relativement disponible. Alors peut-être une question à vous tous. Là, qui d'entre vous déjà utilise, que ce soit en secondaire, tertiaire ou en primaire, des exosquelettes ou des dispositifs d'assistance physique, qui a déjà cette expérience? Parce qu'on sentait de temps en temps un peu de questions, j'allais pas dire suspicieuses, mais voilà, avec là-dessus. Non, pas vraiment. Donc là, vous êtes venu un peu voilà, parce qu'il y avait de la lumière, comme dirait l'autre, et puis qu'ils sont sympathiques, et vous avez... Ah si. Eh ben voilà, alors attendez. Heureusement qu'il y a des cafeteurs. À vous juste nous dire voilà dans quelle activité, et puis voilà, les enseignements que vous en tirez. Voilà, donc comme ça. Alors je fais partie de la société Merck à Molsheim. Donc nous faisons des produits de biotechnologie et sur notre site nous sommes à peu près 2500 et ce que nous avons commencé à mettre en place c'est des dispositifs, des exosquelettes en compensation à des situations de handicap. On en a un sur le site pour le moment et on a fait l'essai sur de la prévention primaire. Par contre, je pense qu'on est allé un peu vite et peut-être sans accompagnement vraiment de détection si c'est en lien avec des pathologies ou pas. Et donc du coup, on est en train de revoir notre façon d'amener ce dispositif au niveau du terrain, mais on reste persuadé en termes de prévention primaire que c'est aussi un bel outil. Donc un retour plutôt mitigé sur de la prévention primaire, mais du fait de peut-être un accompagnement à recalibrer de notre côté. L'importance de ce processus-là. Merci. Frédéric, ton écho à toi justement là-dessus, et puis sur, encore une fois là aussi, sur le lien entre prévention primaire, secondaire, comment est-ce qu'on peut, d'un certain côté, pépiniériser tout ça En fait, je pense que la prévention primaire, ça peut marcher. Ce qu'il faut, c'est montrer à l'employeur combien lui coûte une rupture du tendon de l'épaule en maladie professionnelle, combien de jours d'arrêt, la chirurgie, tout ça c'est l'employeur qui paye. Je pense que l'hospitalisation, je pense que là on est déjà plus loin que le prix, même si j'ai dit qu'un exosquelette ça coûtait cher, que le prix d'un exosquelette. Donc on peut apporter des arguments économiques à un employeur. Alors il faudra du temps pour le démontrer, parce que moi des épaules, bien j'ai beaucoup de pathologies de l'épaule, mais il va me falloir du temps pour le démontrer que économiquement pour l'employeur ça peut être intéressant, puisque ça va être l'argument qui permettrait de financer la prévention primaire. Ouais. Merci de dire ça. Je ne sais pas si vous avez une idée des coûts là-dessus. Je suis tombé par hasard, je veux dire avant-hier ou il n'y a pas très longtemps, sur une étude canadienne. Donc le truc là est en milliers ou centaines de milliers de dollars sur les coûts justement qui sont liés. Alors il y a les coûts qui sont liés au RPS et les coûts qui sont liés au TMS. Et effectivement, on est, je crois, on est en moyenne pour eux à 200 cas. C'est-à-dire ça va très très vite, si vous voulez, on dépasse les 100 000 euros, hein, tout à fait clairement sur l'ensemble des coûts induits là-dessus. Ouais. Merci à vous. Moi j'en profite. Alors pardon. Autre question. Oui, voilà. Merci monsieur. Sinon je vous garde le micro et c'est pas bien. Oui, bonjour. Vous avez parlé d'accompagnement. Nous, on va mettre en place une expérience à partir de septembre chez nos personnels. Parliez tous d'accompagnement. Qu'est-ce que vous préconisez pour que l'expérience se passe bien et qu'on ait un bilan, on va dire, positif? Merci. Vraie question. L'une et l'autre. Alors, priorité aux femmes. Merci. Alors moi, ce que je préconise, c'est vraiment qu'il y ait une ressource, une personne physique qui sera dédiée au sujet et qui va vraiment suivre les collaborateurs, qui va faire aussi une synthèse avec des grilles, avec des petits questionnaires en fait de retour personnel. Donc vraiment suivre un protocole de A à Z et surtout suivre au quotidien les collègues. Dès qu'il y a le moins de soucis, conseiller vos collaborateurs à remonter les problèmes. Ils acceptent de jouer le jeu, mais il faut qu'ils acceptent aussi de partager quand ça va pas et d'alerter avant de se dire du jour au lendemain non, j'en veux pas de ton truc, ça me fait mal. Et en fait, ouais, mais ça fait 3 semaines que tu le portes, tu m'as pas prévenu avant, quoi. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va mettre en confiance et qui va accompagner quotidiennement.
Peut parfois, vous voulez dire, pardon, excusez-moi. Ouais. Est-ce que vous avez de temps en temps, moi je l'ai vu venir, mais alors rarement, pardon, d'où mon ironie de tout à l'heure, une bonne symbiose, une bonne synergie agissante entre RH et HSE sur ces questions-là, ou est-ce que c'est encore à travailler, comme on dit quand on dit qu'il y a des marges de progrès? Je suis un peu perfide, hein, pardon. Personnellement, chez nous, ça se passe plutôt très bien et au contraire, les RH parlent de ce qu'on fait sur le terrain, nous incitent à partager en commission santé auprès des élus, etc. Les projets qu'on mène. Donc, on est plutôt bien suivi là-dessus. Plutôt bien suivi, plutôt bon duo, et aussi ce que je voulais vous poser comme question, plutôt bonne capacité de retour d'expérience, je dirais à la fois dans votre usine et plus largement et dans le groupe et éventuellement en dehors, enfin j'allais dire que ce soit les CCI ou d'autres, parce qu'on voit bien à quel point la pédagogie est importante et le retour d'expérience. Oui. Ouais, ça se passe comment chez vous? Non, effectivement, chez nous on a un bon relationnel et ce qui est sympa pour nous, c'est que le retour qu'on a aujourd'hui, c'est quand on a quelqu'un qui a une pathologie un avis médical, en fait le RH ou le manager vient nous chercher en nous disant est-ce qu'on peut pas mettre un exosquelette, est-ce qu'on peut pas mettre donc ça c'est plaisant parce qu'on se dit ok, ils savent qu'on travaille sur ces sujets et ils se disent aujourd'hui on n'a pas de piste et peut-être qu'avec ces dispositifs là on peut aider les collègues pour les maintenir dans l'emploi. Donc ça c'est donc la mayonnaise est en train de prendre et de prendre positivement. Bravo. Exactement. Pour ça. Autre question, parce que je voudrais revenir au 4e cas, pardon, parce que je suis passé très très vite tout à l'heure. Au 4e cas, donc on va remonter dans la chronologie des trucs. Au 4e cas de Frédéric, qui est un truc incroyable, quoi, qui est juste incroyable. Alors c'est peut-être avant de le présenter, vous pouvez dire quel est le problème, comment c'est venu, pour qui? Alors on parlait de question de genre, c'est pour une dame qui a une maladie du système nerveux, une maladie inflammatoire du système nerveux depuis une trentaine d'années. Et elle est en phase, déjà une phase où elle était... J'appuie sur le menton. Donc c'est une dame qui a à peu près 58 ans, qui a une maladie neurologique du système nerveux, une maladie inflammatoire qui entraîne des déficits moteurs, des troubles de l'équilibre, des problèmes de contracture musculaire. Et donc, les circonstances c'est par hasard, on a découvert ce dispositif médical. Donc c'est pas un exosquelette, c'est un dispositif médical. Donc c'est moi qui l'ai prescrit. C'est tout à fait différent dans l'aspect, comme vous le voyez. Et donc c'est assez extraordinaire parce que c'est donc une combinaison qui contient 40 électrodes qui vont stimuler des muscles. Donc vous voyez un dessin, un muscle qui est contracturé. Pour le décontracturer, il faut stimuler avec les électrodes le muscle contralatéral pour détendre le muscle qui est contracturé, ce qui permet à la personne de reprendre contrôle du segment de membre. Donc là, cette personne qui est agent administratif ne se servait plus de sa main parce que dans le cadre de sa pathologie, elle a oublié sa main droite, elle ne l'utilise plus. Mais depuis, donc ça fait là à peu près 120 jours, plus de 120 jours, là elle a repris à écrire, elle a réutilisé l'écriture, alors que depuis 25 ans elle n'utilisait plus sa main pour écrire. Elle marche de façon plus fluide. Alors bizarrement, on stimule les muscles, donc on agit sur la motricité, mais on a vu aussi régresser le syndrome cérébelleux qui donne l'impression d'ivresse quand la personne marche, les tremblements au niveau de la main qui sont très gênants pour attraper, etc. Donc aujourd'hui, elle peut à nouveau avoir une gestuelle fine, notamment réutiliser le clavier avec sa main droite. Elle peut déboucher des choses. Alors on a des objectifs, c'est lui faire monter et descendre les escaliers, qu'elle puisse refaire aussi des choses dans la vie privée, qu'elle refasse ses courses, qu'elle aille au bord de la mer. Donc elle fait des stimulations. Alors elle n'est pas équipée tout le temps de ça, elle travaille pas avec. C'est chez elle tous les soirs. Alors normalement l'objectif c'est une stimulation tous les 2 jours, mais elle est tellement motivée qu'elle le fait tous les jours, tous les soirs, pendant 1 heure. Donc on travaille avec une équipe, on est en partenariat avec cette entreprise. Et la semaine prochaine, alors ça joue aussi sur les douleurs.
pas uniquement sur le gain en motricité, le gain en équilibre, ça joue sur les douleurs. Et donc à partir de la semaine prochaine, on va le tester sur les fibromyalgies, qui est un neurologue qui a travaillé sur ça. Et donc on a une patiente dans mes agents qui a ça. Et puis on va aussi le tester sur quelqu'un, c'était pas prévu, mais c'est moi que j'ai eu cette idée-là, sur quelqu'un qui a eu des sections de nerfs qui ont été greffées, qui a des contractures et des douleurs. On va tester sur cette personne qui est très jeune, qui a moins de 30 ans. Donc voilà, c'est quelque chose c'est assez troublant pour moi qui ai été dans toutes mes études de médecine. Pour cette pathologie, l'évolution c'est le fauteuil roulant, le lit et les escarres et la mort au bout. Et ben là, on n'est même pas dans la prévention, on est hors champ de prévention puisqu'on fait disparaître des symptômes qui se sont installés sur 30 ans. Et la personne retrouve la motricité. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'elle n'a pas conscience de tout ce qu'elle retrouve, mais nous, on va la voir régulièrement, on la filme beaucoup, parce qu'on voit des choses qui sont, c'est émouvant, pour moi c'est émouvant, et en même temps, après pour la convaincre, pour lui montrer qu'elle évolue bien, on lui montre nos vidéos au fur et à mesure du temps, et là, elle prend conscience de la reconquête de son corps, comme du membre supérieur. Comme je vous dis, elle avait le syndrome de la main oubliée. C'est un autre nom, mais c'est une façon de le montrer l'image. Elle ne l'utilisait plus. Et là, on l'oblige à l'utiliser. Et la semaine dernière, je lui ai demandé de prendre un crayon et d'écrire son prénom. Et elle l'avait pas fait depuis 25 ans. Et donc ça, c'est assez... elle a dit, faut que vous me le dites pour que je le fasse. Et donc, je vais la voir souvent pour lui faire des choses dont voilà, avec sa main droite. Et puis elle marche pas normalement, mais c'est beaucoup mieux que ce qui c'était au mois de février. Voilà. Donc avec ça, on a ouvert une porte. Je sais pas ce que ça va donner, mais en termes de lutte contre la désinsertion professionnelle, de réintégration. Alors je l'ai proposé à d'autres personnes qui ont exactement la même maladie et elles ont refusé. Et pourtant j'ai insisté. Ça marche pas, vous voyez. On parlait de facteurs humains. Ouais. Tout le monde ne souhaite peut-être pas. Quelqu'un m'a dit, mais est-ce que je souhaite vraiment redevenir normal? Et là, c'est des questions philosophiques. Voilà. Donc pourtant, je l'ai appelé plusieurs fois. C'est un ancien chercheur. Voilà. Mais bon. Là, je crois que ce qui est vraiment essentiel. Enfin, moi, ça m'a beaucoup touché quand Frédéric m'a raconté ça. C'est-à-dire que on voit vraiment l'importance de la prise en compte de la personne. Ça c'est vraiment dans ta démarche, dans l'esprit avec lequel c'est développé. Et je veux dire que sur le fond, c'est vrai que moi j'essaie de qualifier cette espèce de truc, c'est une combinaison thérapeutique finalement. C'est une combinaison thérapeutique afin, j'allais dire, de réhabilitation médicale personnelle. Mais on voit à quel point, d'abord, si je peux me permettre, c'est le fait que ce soit un médecin du travail qui lui ait trouvé le truc, pardon de te lancer des roses, mais c'est quand même ça, mais en même temps, le cadre professionnel et le fait qu'elle retrouve, c'est quelqu'un, d'après ce que j'ai compris, il y a quelques responsabilités, qui se sentait diminuer et aller à la mort, en gros, c'était à peu près ça, et là, ce que vous observez, c'est quasiment, c'est pas Lazare, mais c'est globalement pas loin, quoi, c'est une espèce de, donc, oui, toutes les théories, je peux souvenir, qui étaient vachement à la mode il y a une dizaine d'années sur faut pas mélanger le privé et le professionnel, étanchéité globalement totale entre les deux. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant là dans ce que vous disiez l'un et l'autre, et je dois dire que une autre personne aussi me disait la même chose, c'est que quand vous utilisez ces dispositifs-là au boulot, je parle des exosquelettes et les dire aux dispositifs classiques, c'est bien. Quand vous pouvez en plus les utiliser à titre perso, on voit bien la fluidité ou la récupération globalement qu'il peut y avoir, et l'approche qui est une approche essentiellement, d'où le titre qu'on a donné à notre UX Forum, humanisme, est une approche qui est profondément humaniste, et je trouve que ça donne de l'espoir à un moment où tout le monde est sur l'intelligence artificielle et l'artificialité du reste. C'est vrai que c'est vachement utile et que ça aidera aussi. Mais voilà. Votre écho, Coraline, vous vouliez dire deux mots là. Allez-y. Oui, j'allais dire, moi, ça me fait penser à un cas que j'ai eu avec un des premiers collaborateurs qu'on a équipé du Japé. Quelqu'un qui a une hernie discale, qui avait des douleurs quotidiennes, donc et beaucoup d'arrêts de travail à cause de ces douleurs. Pourtant, il n'avait pas un métier forcément très très physique, puisqu'il était accompagnant d'engin électrique, donc c'est beaucoup de marches debout.
Et en fait, on a intégré le JAP, ça s'est très bien passé. Il a vu ses douleurs diminuer jusqu'à disparaître. Pendant 1 an, il a été après autonome avec son dispositif. Et au bout d'1 an et demi, il est revenu me voir, enfin surtout l'infirmière du site, en disant ça va plus, je comprends pas, du jour au lendemain j'ai mal, j'ai rien changé, pourquoi j'ai des douleurs qui reviennent, je supporte même plus mon dispositif, qu'est-ce qui se passe? Donc on s'est posé autour d'une table, on a mis, on a retracé en fait toutes les activités qu'il a et les activités extra, et en fait on s'est rendu compte que Samy il avait arrêté, il avait pris trop confiance dans son dispositif, il avait arrêté de faire du sport, il avait arrêté de faire la kiné, et en fait il a eu un déconditionnement tout bête, et du coup le dispositif n'est pas là pour compenser une musculature ou autre. Donc on a mis le dispositif de côté et on a repris un protocole, du coup d'entraînement avec Samy, en se disant retourne chez le kiné, retourne à la salle, refais ton sport, et quand ça ira mieux, on réintégrera le dispositif pour compenser les douleurs de l'activité professionnelle qui sont trop intenses. Voilà, donc l'exosquelette ne fait vraiment pas tout, quoi. Il faut pas oublier son quotidien, son hygiène de vie et autres. Et les trucs sont pas acquis. Les trucs sont pas acquis, c'est-à-dire que s'il n'y a pas effort personnel, j'allais dire limite de tous les côtés, il y a un moment, la fameuse règle de l'entropie qu'on apprenait dans notre jeune temps, elle est là. Des questions, des réactions là-dessus. Puis j'aimerais bien, sinon, ton 5e exemple dont tu ne m'as pas parlé, je me dire, je me souviens plus duquel, ton bibliothécaire. D'autres questions, remarques? Non. Alors tu veux bien nous en faire un truc là sur ça aussi, donc c'était un bibliothécaire alors qu'avait écoute, raconte. Oui, vous vous rappelez le premier dispositif que j'ai prescrit chez une ancienne chercheuse. Alors que personne ne sort, la voilà. Non. Voilà. Donc j'en avais prescrit un pour un bibliothécaire qui a des gros problèmes de handicap. C'est un handicap qu'il a depuis l'enfance. Il ne peut pas marcher, mais il veut absolument se déplacer debout avec des béquilles. Donc il a un semblant de marche, mais le problème des béquilles, c'est que ça lui a détruit les épaules. Et depuis des années, il n'utilisait plus sa main, parce qu'il travaillait sur la banque de prêts. Donc en fait, à l'université, on a des bibliothécaires qui travaillent à la fois sur les banques de prêts, et puis ils travaillent dans leur bureau à faire de l'enregistrement sur des catalogues. Et à la banque de prêts, il a toujours utilisé sa main gauche, et à partir du moment où on lui a mis... ils ont son membre supérieur. À partir du moment où on lui a mis cette compensation, il a réutilisé, il m'a dit tiens c'est rigolo parce que je peux réutiliser ma main droite. Voilà, c'était donc on a réduit le handicap parce que c'est un handicap très 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 lourd. Et c'est quelqu'un de très courageux. Et on retrouve du potentiel physique et donc puis du désir au travail aussi. Ouais. Merci pour tout ça. D'autres questions, d'autres remarques? Et puis sinon, je vais vous demander à la fois à tous les deux et à chacun un peu votre voilà. Ah bah tiens, là elle bouge, alors que tout à l'heure elle bougeait pas. Attends. Mif alors. Bon alors elle veut pas bouger, tant pis. Excusez-moi, c'est voilà. Ma conclusion, ça sera très simple. C'est pas l'exosquelette qui fait l'agent, c'est l'agent qui fait l'exosquelette. Et si on part sur cette idée-là, on peut avancer et avoir des bénéfices positifs pour les personnes qui les utilisent. Ouais. Et merci de la synthèse et de la dimension essentiellement perso-humanisme que nous n'oublions pas. Coraline, vous de votre côté? Moi, j'espère pouvoir parler effectivement de cas de prévention dans quelques années. On va essayer de travailler dessus. C'est mon objectif de demain, là, pour le coup, parce que comme ça s'intègre bien sur du curatif, là, le prochain pas, ce sera le préventif. Ce qui est vraiment important, c'est cette démarche qu'ils ont tous les deux. Alors, pour vous dire, on va les pousser à monter, déjà analyser et ensuite à monter une formation, j'allais dire lambda, globalement pour tout le monde, avec cette démarche qui, je veux dire, va au-delà des process. C'est-à-dire que bien sûr, on est tous dans le process et c'est bien d'avoir tout ça, mais cette dimension d'attention et surtout de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'aide et le conseil, il se fait moins par le sachant, donc
le grand gourou, qui soit médecin, ergonome ou autre, que par les collègues et autres qui là-dessus ont leur propre pratique et développent les choses. Donc voilà, merci à vous sur tout ça. Je voulais vous parler un peu de nos prochaines étapes. Alors on aura, et donc merci grâce à Jean-Loup qui est là, les replays, les docs, le support et éventuellement d'autres choses sur le site du cercle. Donc si vous avez badgé, vous l'aurez. Et puis on continue puisqu'on en est au 19e. Je pense que le 20e sera à l'automne avec le CNAM, donc pas la CNAM mais le CNAM à Paris sur exosquelette et aide aux soignants. On a déjà fait des choses notamment sur les aides à domicile. Là c'était aussi avec la RAC et globalement de le Nord, mais en France ça a pris beaucoup de retard. Ça s'est mis un tout petit peu à se penser, si on peut dire, avec la question Covid, mais là maintenant ça y est, ça commence à bouger et à bouger vraiment. Et puis donc si vous avez tout ce qui est questions, témoignages et autres, on sera content de les avoir. Donc CES ou mon nom à m.levèvre cercle-es.com et on va continuer de ce côté-là parce que voilà, on a envie. En tout cas, merci à vous deux et je vous propose qu'on les applaudisse très fort parce que sont venus de loin. Merci. Et c'est très enrichissant sur tout ça. Et puis un grand merci à vous tous. Alors si vous êtes intéressés par la suite, demain on a deux autres trucs centrés sur la santé mentale. Le matin c'est santé mentale et les soignants et établissement de soins. Donc ça sera dans cette même salle à 11h30 je crois. Et l'après-midi sur santé mentale, usure professionnelle en plénière. Alors là ils nous font le tapis rouge avec la plénière, le live and go. Merci à vous tous.